Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la dette émergente, une classe d'actifs particulière, surtout quand on parle de la dette au rendement émergente et qui nécessite l'expertise d'Iveo Capital Partners. Bonsoir, Mickaël Israël. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ravi de vous retrouver pour parler de votre sujet de prédilection. C'est votre univers d'investissement chez Iveo Capital Partners. Vous êtes le cofondateur de la société. Donc la dette émergente en général et la dette au rendement émergente en particulier. D'entreprise, corporate, le crédit, voilà, pour dire les choses spécifiquement, précisément. Au terme de cette année 2020, là, quels sont alors, le bilan, les grands enseignements pour votre classe d'actifs de cette année 2021 ? Alors, bilan, on pourrait dire une année qui est presque à l'opposé de l'an passé, finalement. Les grands gagnants de l'an dernier sont peut-être les plus grands perdants. Bon, je peux parler de la Chine. La Chine était vraiment le bon élève l'an passé et c'est cette année le pire performeur de la classe d'actifs crédit, donc les entreprises émergentes, les obligations d'entreprises émergentes. D'ailleurs, au passage, c'est pas inintéressant de noter, dans le gisement des obligations, c'est pas du tout les Alibaba, Tencent et tout ça. Hein. C'est d'autres sociétés. Les gros émetteurs. Les gros émetteurs, c'est principalement le secteur immobilier. Ah oui. Donc ce fameux Evergrande et les autres. On comprend pourquoi, de ce point de vue-là, la Chine a été un boulet, on va dire, cette année. C'était pas son année. Et quand même, ce qui est intéressant, c'est de savoir que l'ampleur de la baisse sur les obligations de ce secteur-là chinois est même plus fort que l'ampleur de la baisse des obligations d'entreprises argentines au moment du gros sell-off argentin l'an dernier. Donc c'est vous dire quand même le niveau de la baisse. Donc on va dire géographiquement, ça me donne la transition, un des meilleurs élèves cette année, ce sont les obligations d'entreprises argentines. C'est marrant, c'était l'inverse l'an dernier. Et sectoriellement, c'est vrai aussi, puisque le secteur qui a été le plus en difficulté l'an dernier, ça a été le secteur de l'énergie. Et cette année, c'est probablement le meilleur contributeur sectoriel en performance. Donc c'est une année qui a vraiment l'opposé de l'an passé. Et justement, quand on a comme ça 2 années à front renversé, qu'est-ce que ça nous dit ? C'est quoi les enseignements que vous en tirez, vous, en tant qu'investisseur professionnel et spécialiste de cette classe d'actifs, Mickaël ? Bon, alors, il y a plusieurs enseignements. Le premier, c'est que souvent, quand on voit des obligations très décotées pour des raisons un peu génériques, je ne dis pas pour des histoires très précises liées à l'entreprise elle-même, etc., mais des sell-offs un peu généralisés, comme on a pu avoir l'an passé. Des dommages collatéraux, victimes de dommages collatéraux. Donc, des obligations décotées pour des raisons comme celle-ci, c'est souvent quand même le moment d'être contrariant. Les obligations, ça a le mérite d'être binaire. S'il n'y a pas de faillite, ça va remonter au par. Hein. Donc on a quand même ce côté, cet élastique qui fait remonter les prix dès que l'inquiétude se dissipe. Donc l'année dernière, il y avait vraiment à aller chercher ces opportunités. Et c'est ce qui s'est passé. Je crois que si on regarde le bilan de l'année, il y a des performances plutôt pas mal sur la classe d'actifs. C'est marrant parce que l'indice n'est pas le bon reflet. L'indice fait une mauvaise année à cause de la Chine. Ouais. Mais en dehors de la Chine, ça se passe plutôt pas mal. Et on voit en gestion active des performances de l'ordre de 8-10%. C'est une belle année sur la classe d'actifs obligataires. Donc voilà. Ouais. Non, mais très, très intéressant, effectivement. Enfin, oui, le prix, la valorisation par rapport aux fondamentaux sont quand même des forces de rappel importantes à un moment, d'autant plus sur ce marché de crédit à yield. Oui, alors si vous parlez des fondamentaux, il s'est passé en plus quelque chose cette année, c'est qu'on aurait probablement dû avoir encore une meilleure performance. Pourquoi ? Parce que vous avez la Chine qui est quand même dans l'esprit collectif, c'est les émergents, c'est quand même la Chine. Vous avez le plus gros morceau des émergents qui n'a pas bonne presse cette année, donc ça a quand même empêché une compression de spread qui aurait dû arriver encore plus forte. Pourquoi ? Parce que les fondamentaux des entreprises sont exceptionnels. Enfin, vraiment, c'est spectaculaire ce qui s'est passé cette année au niveau des fondamentaux des entreprises émergentes. Elles sont à des niveaux d'endettement spectaculairement bas. Et ça, on le raconte à chaque fois, mais il faut sans doute le marteler. Du point de vue bilanciel traditionnel, ce sont des entreprises, celles qui ont accès à ces marchés de capitaux, etc., ce sont des entreprises bien mieux gérées que leurs comparables dans les économies développées. Alors, si on s'en tient à l'élément central qui est le niveau d'endettement, mais quand même à la fin... Historiquement, les défauts dans les obligations, c'est souvent quand vous avez de la dette et le cycle qui se retourne. Ouais. C'est intéressant parce que quand même, j'ai entendu même sur la discussion d'avant, il y a des discussions sur le ralentissement de la croissance mondiale, le ralentissement de la croissance chinoise, comment ils vont gérer toute cette crise immobilière.
Bon, c'est d'avoir de la dette et un cycle qui se retourne, c'est le cocktail qui fait faire défaut. Aujourd'hui, on a un gros avantage sur ce gisement, c'est que les entreprises sont très très peu endettées. Pour vous donner un chiffre ou deux, mais pour marquer un peu des indications, on va finir l'année sur le segment high yield, donc qui est supposé être le plus endetté, émergent, entreprise, à peu près 1,9 fois EBITDA de leverage. Vous comparez ça avec les pays développés, on est autour des 6 fois en Europe sur le segment high yield, mais ce qui est plus intéressant, c'est de comparer avec l'investment grade. Aux États-Unis, les entreprises investment grade sont leveragées 2,4 fois EBITDA et en Europe, 3,3 fois à peu près. Donc c'est moins leveragé que l'investment grade des pays développés. Les entreprises de meilleure qualité des pays développés sont elles-mêmes plus endettées, plus leveragées que les entreprises de moindre qualité dans les émergents. Oui, exactement. C'est ça. Oui, non, exactement. Donc, et ça s'est vraiment marqué encore plus cette année, parce que les entreprises ont fait une très bonne année. Et ça a été une très bonne année pour les entreprises, notamment les matières premières. Donc, on a des niveaux de fondamentaux qui sont superbes. On aurait dû avoir des spreads qui se compressent encore plus. Voilà. Et toujours l'idée que ces corporates émergents ont besoin d'être mieux disants souvent que leurs souverains en matière de rigueur, de gestion, d'endettement. Parce qu'effectivement, les entreprises des pays développés, elles sont leveragées, mais elles bénéficient de la protection de leurs souverains en termes de notation, très souvent. Enfin, c'est quelque chose qui joue beaucoup moins dans les émergents. Au contraire, elles sont souvent victimes de la mauvaise notation que le souverain peut avoir. Exactement. D'ailleurs, dans le bilan de fin d'année, on aurait pu aussi citer... nous, ça nous arrange sur notre thèse d'investissement. On vous répète tout le temps qu'on pense que les obligations d'entreprise ont beaucoup plus de valeur que les obligations souveraines. Et surtout, en plus, on y récupère finalement la rémunération du souverain sans prendre vraiment le risque. Et cette année, ça va être encore une année avec une forte surperformance des obligations d'entreprise par rapport aux obligations souveraines dans les émergents. Ouais, j'entends bien. Donc, oui. Ça confirme cette thèse. Ça confirme la thèse, oui, tout Très à fait. clair. Alors, deux grandes inquiétudes dans le scénario 2022. Alors, la Chine, on l'a évoqué, mais bon, poursuite du ralentissement chinois, est-ce que ça peut provoquer encore des dommages, justement, dans votre univers d'investissement? Et puis, la question de la remontée des taux, enfin, je veux dire, politique monétaire, la Fed, etc. Tout ça a un impact global. Bon, alors, on n'est pas immunisé sur tout ça, mais on va parler effet de marché et puis un peu la réalité des entreprises. C'est deux choses quand même parfois un peu différentes, en tout cas dans le court terme. Sur le ralentissement de l'économie mondiale, qui serait probablement drivé par un ralentissement de l'économie chinoise. Sur ça, je crois qu'on est plutôt bien sur le gisement, pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure. Si vous n'avez pas de dette sur votre bilan, vous pouvez encaisser un ralentissement de la croissance. Si vous n'êtes pas super valorisé, je dirais, c'est-à-dire pour nous, c'est les niveaux de spread, non pour savoir la valo. Aujourd'hui, on est à peu près par rapport au plus haut historique, pour vous dire, sur l'indice, on est à peu près à 300 BP du plus haut historique connu sur l'indice des obligations émergentes, d'entreprises émergentes high yield. Le high yield américain, ils sont à 20 BP du plus haut historique. D'accord. Vous voyez la marge. Alors, quand vous dites le plus haut historique, c'est ça, c'est le resserrement le plus faible en fait. Voilà, c'est ça. Le plus serré, le plus petit spread qu'il y a pu y avoir. D'accord. Bon, donc, effectivement. On n'est pas survalorisé dans un moment où le cycle peut se retourner. Ça, c'est important. On n'a pas beaucoup de dettes sur les balance sheets au moment où le cycle peut se retourner. Donc, on a une capacité à encaisser. Et même hors Chine. Je veux dire, ces chiffres-là, on les regarde aussi hors Chine parce que c'est un peu distordu par la... Là, le risque est rémunéré d'une certaine manière. Oui, on est à plus de 500... on est à 560 BP sur l'indice dans sa globalité. Et sur des portefeuilles de gestion active, vous trouverez, pas que chez nous, beaucoup de portefeuilles qui offrent du 8, 9, 10% de rendement sur des obligations d'entreprises en dollars des pays émergents. D'accord. Voilà. Donc une solidité, effectivement, que ce soit en regardant les valorisations, en regardant le niveau d'endettement de ces entreprises. Sur la question des taux, si les taux directeurs des banques centrales, à commencer par la Fed, doivent remonter l'an prochain, comment on raisonne par rapport à cette idée-là dans le monde du crédit high yield émergent? Bon, alors le poncif, c'est les taux remontent, crack obligataire. C'est normal, si vous avez dans la tête que les obligations, c'est 8 ans de duration et 0 de rendement, je comprends. Mais si je vous dis on a 2,5 à 3, 3,5 de duration et 10 de rendement, nous, on ne le sent pas, le crack obligataire, de la même manière. Bon, donc voilà, donc on ne se sent pas vulnérable à ça. On a des durations qui sont faibles. Le marché, d'ailleurs, il faut comprendre aussi, ces entreprises-là,
elles ne peuvent pas aller dans le marché et s'endetter sur des périodes. Voilà. Donc, elles sont freinées aussi par leur code postal, etc. Donc, c'est assez protecteur et elles ont du rendement. Donc, on ne se sent pas, franchement, pas vraiment vulnérable. Donc, en gérant la duration, en n'ayant pas une sensibilité, enfin une duration trop longue, etc., on se sent confortable avec l'idée de hausse de taux possible. Exactement. Alors, on ne peut pas empêcher qu'il peut y avoir un petit mouvement de marché quand les taux montent. Ça a un effet négatif sur la zone émergente, etc. Mais sur les bilans des entreprises, est-ce que ça va créer quelque chose de dramatique ? On ne pense pas. Et au niveau du repricing des obligations, vous savez comment ça marche, c'est mathématique. C'est quand même l'avantage des obligues. Moi, j'entends souvent « Ah, les obligues, il ne faut pas y aller parce que si les taux montent... » Enfin, il y a sur d'autres classes d'actifs que je ne citerai pas, il y a une sensibilité aux taux. D'ailleurs, vous ne la connaissez même pas. Oui. Là, au moins, vous avez le mérite de la connaître. On peut la calculer, oui, c'est vrai. Voilà. Pour conclure, il nous reste 1 minute 30. Mickaël, c'est quoi les grandes idées directrices de votre stratégie d'investissement là, pour 2022, une fois qu'on a décrit la situation? Alors, le thème qu'on aime beaucoup, d'ailleurs qu'on a encore beaucoup mieux compris, même nous, on est toujours dans la learning curve, beaucoup mieux compris grâce au Covid et à cette crise Covid, c'est qu'on a dans ce gisement d'entreprises des entreprises qui ont des marges très importantes liées au fait qu'elles ont en fait une maîtrise de leurs coûts, parce que c'est je ne voulais pas le dire en anglais, mais des low-cost producers, ils ont quand même une base de coûts très faible. Voilà, une base de coûts très faible. Et du coup, on se rend compte que dans des retournements de cycle, finalement, ces entreprises, elles résistent très très bien. Elles ne brûlent pas de cash parce que justement, elles ont un point d'équilibre très bas sur leur free cash flow, leur capacité à produire du free cash flow. Et quand l'économie repart, généralement, elles ont des très bonnes marges. Et donc, du coup, dès que ça repart un petit peu, elles recommencent à produire. Voilà. Ça, on aime beaucoup. Et donc, on essaye de favoriser ça au travers de différents secteurs. Et puis, sinon, on reste quand même assez positif sur les matières premières et notamment l'énergie, je pense, comme beaucoup. Voilà, et la duration, toujours très défensive, pas besoin de chercher de la duration sur le segment. Merci beaucoup, Mickaël. Merci pour votre éclairage d'expert, toujours sur cette classe d'actifs particulière. Le crédit à yield émergent nécessite des spécialistes. Mickaël Israël et les équipes d'Iveo Capital Partners en font partie. Mickaël, je le rappelle, cofondateur d'Iveo Capital Partners, qui est avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. Merci.